Wesh les gens, c'est Revive. Aujourd'hui, j'avais envie pour cette première chronique random de parler de Berserk. Alors, c'est un univers extrêmement riche et vaste, vous en conviendrez, mais pour cette fois, j'avais envie de parler d'un sujet qui me tient à cœur. Ah là là, l'arc Black Swordsman. Cet arc que les animés se permettent d'oublier ou de modifier sans aucune vergogne. Mais pourquoi ? Et pourquoi cet arc est important ? Eh bien on va essayer d'y répondre aujourd'hui. Je trouve que trop peu de personnes parlent de ce traitement, et j'avais vraiment envie de donner mon avis à ce propos. Pour ça, j'ai divisé la vidéo en 3 parties. Tout d'abord, je vais faire un rapide résumé de l'arc afin de reposer le contexte. Suite à ça, je vais démontrer pourquoi cet arc est important et donner mon avis dessus. Et pour finir, on va essayer de comprendre la raison de cette absence dans les animés. Allez, sans plus tarder, on commence. Qu'est-ce que ça fait plaisir de parler de Berserk. Bon déjà, peut-être que ça remonte à longtemps pour certains, alors qu'est-ce que c'est que cet arc ? Il s'agit purement et simplement du tout premier arc du manga, couvrant le chapitre 1 à 8, et s'étalant sur les 3 premiers tomes, bien que le 3e marque le début de l'âge d'or. C'est donc ce qu'on peut considérer comme l'introduction de Berserk, même si chronologiquement, il ne s'agit pas du début. En effet, il prend en réalité place entre le chapitre 94 et 95, donc juste après que Guts ait obtenu de Godot la Dragon Slayer et son bras mécanique, et avant l'arc de la Vallée des Brumes. Reposons donc le contexte. Guts sort de l'éclipse, laisse Casca chez Godot et part en quête de vengeance, muni de son bras et de sa fameuse épée. Il exterminera les apôtres jusqu'au dernier. Ses pérégrinations vont l'amener dans la ville de Koka. Il va se faire remarquer dans une taverne en décimant violemment les bandits. Avant de les tuer, il leur dira de transmettre à leur boss que le guerrier noir est arrivé. Ce boss, eh bien il s'agit d'un apôtre, et Guts le recherche afin d'assouvir sa vengeance. En sortant de la taverne, un elfe qui se faisait maraver par ses bandits suit Guts. Mais leurs chemins vont rapidement se séparer, étant donné que Guts se fera choper par les gardes. Après une séance de torture, il va être envoyé dans un cachot répugnant. Il verra l'enfant démon et Puck, qui a retrouvé le guerrier noir, le soigne, en le libérant par la même occasion. Voyant une certaine utilité à cette capacité de soin, Guts ne dit pas non à ce que l'elfe l'accompagne. Cependant, ce dernier, après des moqueries de Guts, s'éclipse. En sortant, Guts va tomber face à face avec l'apôtre, qui se révélera être une espèce de cobra humanoïde. Après un combat maîtrisé, Guts demande à l'apôtre où se trouvent les God Hand, ce à quoi il répondra qu'il ne sait pas, et le tue. Plus tard, il va quitter la ville, et Puck va le retrouver, sortant d'un combat dans une forêt. La nuit, alors qu'une forte pluie faisait rage, notre homme va accepter de monter dans la calèche d'un religieux et une enfant, tout en prenant bien soin de les prévenir auparavant que la nuit, il sera attaqué à un moment ou un autre par une foultitude de démons. Et en effet, la calèche va se perdre en forêt et une armée de squelettes va attaquer. Guts engage le combat, mais la fille présente dans la calèche se fait posséder par un démon et tue l'homme d'église. Guts n'a alors pas d'autre choix que de la tuer et finir son combat contre les squelettes. Le lendemain matin, il va arriver dans une ville gouvernée par un comte, qui prend bien soin d'éradiquer les hérétiques. Un essai de ce que sera Mosgus plus tard, si on veut. Guts va s'attirer les foudres de ce comte en lui lançant la tête d'une hérétique décapitée, tout en prenant bien soin de lui montrer sa marque. Il a ressenti son aura d'apôtre, et il compte bien lui faire payer. Après ça, il va se faire mêler par des envoyés du comte menés par Zondark, mais sera contraint de fuir. Un étrange petit homme, couvert de bandages, va l'inviter à le suivre. Cet homme nommé Vulgus va raconter les horribles traitements que lui a fait subir le comte, qui est bel et bien un apôtre, puis montre une béérite à Guts. Vulgus va informer Guts de l'existence d'un passage secret menant au château, mais Zondark, à qui le comte lui a donné une partie de ses pouvoirs, rapplique de force dans la maison de ce pauvre Vulgus. Guts arrive à le vaincre temporairement, puis se rend en direction du château, la béérite en sa possession. Il va laisser Vulgus se faire exécuter et dire à Puck qu'il n'apprécie pas les gens qui le suivent comme des chiens. Cependant, en entendant la dernière volonté de Vulgus suppliant Guts de tuer le comte, ce dernier, qui comprend parfaitement ce que ressent Vulgus, va désormais tout mettre en œuvre pour mettre fin au règne de cet apôtre. Sur le chemin, Zondark revient encore une fois, mais Guts arrive à s'en défaire définitivement. De son côté, Puck s'est fait enfermer et donner comme jouet à la fille du comte, Theresia. Il va prendre connaissance de la détresse de cette fille, qui a vu son père changer et devenir complètement inhumain, suite au sacrifice de sa femme. Puck jure de le faire sortir d'ici. Guts arrive devant la porte du trône du comte, décime sa garde personnelle et commence le face-à-face avec l'apôtre. Ce dernier va prendre sa réelle forme, à savoir celle d'une immense limace. Guts, après une série d'échanges de coups, est en très mauvaise posture. Puck, qui l'a rejoint entre-temps, va attirer l'attention du comte avec la béérite, ce qui permettra à Guts de lui envoyer quelques couteaux. Il va ensuite prendre Theresia en otage et trancher la tête du comte à l'aide de ses dents. Une scène foutrement badass.
il va lâcher toute sa rage en poignardant en répétition le comte, puis se mettre à rire aux éclats. Mais son hilarité ne sera que de courte durée. En effet, le sang du comte a activé la Béélite. Arrive alors Void, Slann, Conrad, Ubik et Femto. Les God End sont là, juste devant Guts. En voyant le visage de son ennemi de toujours, Guts explose et crie son nom, débordant de rage. Guts va s'approcher de lui mais sa marque lui fera trop de mal. Griffiths le repousse alors violemment, il est inatteignable. Toujours est-il que les God End ont avant tout été appelés par le comte, et pour qu'il les sauve, il doit bien sûr offrir quelqu'un en sacrifice. C'est la règle. Bien sûr, les God End pensent à Theresia. Ubik va révéler la vérité à la pauvre fille. C'est en réalité le comte qui a donné sa femme en sacrifice, la voyant céder à des plaisirs charnels dignes de Satan. L'homme est rempli de remords, et on voit bien qu'il regrette profondément son acte, et son statut même d'apôtre. En voyant sa fille en pleurs, le comte refuse de céder à ça une seconde fois, et se fait entraîner par les âmes perdues de ses victimes dans les abysses. On peut d'ailleurs apercevoir Vulgus. Les God End disparaissent, et Guts, après avoir sauvé Theresia, part, les larmes aux yeux. Et c'est ainsi que se termine cet arc. Alors, après l'avoir résumé, il est temps de dire pourquoi cet arc est si important à mes yeux. Cet arc est la base de tout. Là où on a pu voir pour la première fois Guts avec son armure, sa Dragon Slayer, sa cape, son œil en moins et son bras mécanique. Le seul et l'unique Guts, tel qu'il apparaîtra dans les 3/4 du manga. En tant qu'arc introductif, il pose les bases de tout ce qui va être important par la suite dans Berserk. La Béélite, la marque, les God End, l'univers sordide, les attaques de démons la nuit, l'enfant maudit, tout est là. On a même un semblant de Mosguz avec le comte et les hérétiques. C'est une réelle bonne introduction pour Berserk. Mais là où cet arc est réellement important selon moi, c'est qu'il offre les clés pour comprendre l'âge d'or, et même l'apprécier. Sans cet arc, en regardant l'âge d'or, rien ne fait sens. Qu'est-ce que c'est que cette Béélite? Qui sont ces God End, etc. Avec cet arc, on nous montre à Griffiths qui est un God End. Sadique, méprisant, surpuissant, et on voit bien qu'il s'est passé quelque chose entre lui et Guts, à voir la réaction de ce dernier. En fait, il ne faut pas voir l'âge d'or comme le commencement de l'histoire selon moi, mais comme un flashback nous servant à comprendre pourquoi Guts est comme ça dans Black Swordsman, que ce soit physiquement ou moralement. Pourquoi a-t-il perdu un œil et un bras? Pourquoi il est Griffiths? Pourquoi il est si méchant et torturé? Et d'où vient cette marque? En regardant l'âge d'or sans avoir la connaissance de Black Swordsman, on ne ressentira absolument pas toute la symbolique que chaque acte implique. On sait bien que pour devenir un God End, il faut un sacrifice. Alors comment comprendre les discours de Zod ou du Chevalier Squelette sans cet arc? Avec Black Swordsman, on sait qu'il va se passer une merde, que Griffiths va sûrement sacrifier quelqu'un, ou plutôt de nombreuses personnes, pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Quand Guts dit que tous les membres de la troupe du Faucon sont des flammes qui alimentent un brasier du nom de Griffiths, on anticipe d'ores et déjà ce qui va se passer. La signification du départ de Guts de la troupe du Faucon en est également bien amoindrie sans Black Swordsman. Sans cet arc, en regardant les films par exemple, on voit juste ça comme un moment un peu triste, alors qu'en ayant tout lu, eh bien on sent que cet événement va marquer le début de la fin. On nous montre aussi dans cet arc un monde peuplé de démons et d'apôtres, alors qu'à part Zod, eh bien ils sont totalement absents dans Golden Age, et encore Zod on peut débattre. On veut voir comment ils sont arrivés dans le monde des humains, alors qu'encore une fois, ne voir aucun démon sans avoir lu cet arc n'a absolument aucune signification, vu qu'ils n'ont tout simplement pas été introduits. En fait voilà. Là où Golden Age est une histoire avec plein de retournements de situation et de mystères sans cet arc introductif, eh bien avec, il devient un compte à rebours constant vers un destin qu'on sait funeste. Et c'est là tout le génie de l'âge d'or, et pourquoi cet arc est si culte selon moi. Je suis presque certain que si cela aurait été le commencement de Berserk, le manga ne serait pas aussi culte aujourd'hui. L'âge d'or est un long flashback, non pas le commencement. Et les larmes de Guts à la fin de Black Swordsman qui servent de transition veulent tout dire. Miura nous dit ici: tiens, regarde cet homme violent et sans émotion, il est en train de pleurer, et je vais maintenant te montrer pourquoi en te racontant son histoire. Je trouve ça terriblement bien pensé et foutrement badass. De cette manière, on a encore plus envie de savoir le fin mot de toute cette histoire. Comment Guts a-t-il pu devenir comme ça? Et en plus, quand on revient sur la temporalité de cet arc à la fin de Golden Age, avec Godot qui offre sa tenue et tout ce qui va avec à Guts, on ne peut que lâcher un ah là là devant ce chef-d'œuvre de storytelling. Voilà pourquoi je considère cet arc comme extrêmement important. Mais il faut savoir qu'en plus de cette importance, eh bien je trouve cet arc franchement cool. On a un Guts enragé, torturé, sombre, un méchant extrêmement intéressant, flippant, mais terriblement triste quand on creuse un peu. Des combats stylés, des dessins déjà beaux alors que ce n'est que le début, une scène finale marquante et une putain d'ambiance globale juste incroyable. Cette ville, ainsi que le conte, fait peur.
on s'y sent pas bien, et c'est là le propre de Berserk qu'on nous introduit. En plus de ça, l'arc aborde des réflexions sur la condition d'apôtre, et est très loin d'être manichéen. D'ailleurs, on peut comparer cet arc avec le fameux chapitre prototype de Berserk. Si, vous savez, celui où Guts est un pirate et où il est comme ça parce qu'il a perdu sa mère. Il y a toujours le comte apôtre, la marque, Puck, et on voit bien que Miura tenait à cette histoire, et il a raison de s'être accroché. Donc voilà, sans cet arc, Golden Age perd tout son sens selon moi. Mais en plus de ça, il reste vraiment intéressant dans ses thématiques. Et personnellement, je l'aime vraiment beaucoup. Alors, pour ceux ne s'intéressant qu'au manga, et en toute honnêteté, vous avez pas vraiment tort parce que l'anime mis à part les films, c'est pas bien ouf, vous devez sûrement vous demander pourquoi je dis que cet arc est oublié, alors que vous-même l'aimez peut-être beaucoup, et vous avez compris toute la symbolique qu'il y a derrière. Et bien tout simplement car il n'existe pas réellement d'adaptation animée complète de ce dernier. Alors oui, je suis d'accord avec vous, l'anime c'est secondaire, et vraiment pas intéressant, mais j'aimerais quand même comprendre les raisons de cette absence. Que ça soit dans les films ou les deux animés, il est absent, ou du moins amputé de beaucoup de choses, si bien que c'était même plus véritablement l'arc en soi. Alors pour les films, c'est compréhensible, étant donné que même dans les noms, on nous fait bien comprendre qu'il ne s'agit que de Golden Age. Donc oui, pas de problème avec ça, c'est totalement logique. Mais bon, c'est quand même dommage étant donné que de nombreuses personnes ont découvert Berserk avec ces films, sans même prêter attention aux 3 premiers tomes. Mais en soi, ça, c'est pas la faute du studio, mais juste des gens qui ne font pas cet effort de lire. Pour les deux animés, par contre, c'est étrange. L'arc apparaît sous forme d'introduction, mais jamais en entier, et toujours modifié. Pour l'animé de 97, le traitement est assez cohérent. Pourquoi me direz-vous ? Eh bien parce que cet animé, qui raconte encore une fois l'âge d'or, étant donné que le manga n'était guère plus loin lors de sa diffusion, intègre une partie de Black Swordsman assez logique. En gros, on nous montre le passage de la taverne, sans Puck, et le combat contre l'apôtre serpent. Et honnêtement, ce choix est compréhensible. Enlever Puck, pas de problème. Étant donné qu'à part une petite apparition pour faire tilter les lecteurs, Puck n'a pas de rôle dans l'âge d'or. Laisser le passage de la taverne et le combat, c'est pour garder l'ADN de cette introduction de Berserk, en nous montrant la badassitude et la cruauté de Guts, ainsi que son bras, son épée, sa marque, etc. Ainsi, on a quand même quelques clés pour comprendre l'âge d'or, sans trop en donner non plus. Le studio a volontairement enlevé la partie avec le comte pour ne pas faire apparaître Femto, qui n'apparaît que brièvement aux côtés des autres God End dans un flashback de l'esprit de Guts. On se demande donc quand même comment Guts a eu sa marque, perdu son bras, pourquoi il est comme ça, etc. En enlevant simplement tout l'aspect avec Griffiths. On a quand même les bases, et c'est important. Mais la transition entre cette partie Dark et Golden Age est bien moins réussie. Au lieu de quelque chose de fort, en voyant Guts pleurer puis en revenant à sa naissance pour te montrer pourquoi il est comme ça, on voit Guts qui regarde sa béélite, qui part en tournant le dos, puis hop, on le voit à dos dans une bataille. Je trouve ça étrange. Pourquoi vouloir faire les choses à moitié ? Peut-être à cause d'une restriction du nombre d'épisodes pour directement passer à l'âge d'or, ou d'une envie de ne pas trop en montrer, mais en montrant quand même un peu. C'est peut-être aussi à cause de la censure, étant donné que le flashback du conte est violent, mais bon, il y a l'éclipse, donc je sais pas si c'est réellement viable comme hypothèse. Il est aussi possible que les scénaristes aient voulu laisser planer un doute sur Griffiths. Enfin, toujours est-il que c'est étrange, mais la partie de l'arc est globalement bien incrustée. Mais alors, pour ce qui est de l'animé de 2016, c'est un bordel. Étant donné que cet animé a été réalisé pour capitaliser sur le succès des films et de permettre à ceux ayant découvert Berserk avec ces derniers de continuer, l'animé a décidé de raconter la suite. Sûrement pour montrer un arc attrayant, rempli d'action et de nouveaux personnages, en l'occurrence l'arc Conviction, et bien l'arc de la vallée des brumes a été purement et simplement jarté. C'est peut-être aussi parce que l'antagoniste principal de cet arc, Rosine, prend l'apparence d'une fille mineure complètement nue, donc peut-être qu'en animé, ça ne passe pas. Enfin bon, on n'est pas là pour dire pourquoi la vallée des brumes n'est pas là, de toute façon cet animé est débile. De plus, l'âge d'or est déjà passé, et dans les films, on ne te dit rien à propos du Guts d'après. Du coup, l'arc Black Swordsman, s'il était présent, n'aurait pas vocation à prévenir de l'âge d'or pour mieux le comprendre, puisqu'il n'est pas présent et déjà passé. Le studio Gemba a donc choisi de le modifier en reprenant quelques éléments pour garder cette symbolique de l'arc et de la scène censée introduire Berserk, mais sans tous les éléments se rapportant à l'âge d'or. Pas de Griffiths donc, ni rien du tout étant donné qu'on sait pourquoi Guts est comme ça. Alors regardez la taverne, où Puck et même Isidro sont présents, et la scène avec la calèche du religieux et sa fille. En fait, Guts ira manger dans une forêt après la scène de la taverne, et c'est donc comme ça qu'il rencontrera Puck, et non pas en cellule. Suite à ça, scène de la calèche avec la baston contre l'armée de squelettes, et là, le sens a été totalement perdu en route. Guts, après le combat, va se retrouver encerclé par les hommes de Farnèse.
Oui, vous ne rêvez pas, cet arc sert en réalité d'introduction à l'arc Conviction. En plus de ça, on peut voir brièvement les bandits autour de l'arbre maudit, là où normalement Guts apparaît pour sauver Jill. Il n'y a ici plus aucune notion du temps, et l'arc Black Swordsman a perdu toute sa substance, a été remanié pour servir d'introduction à cet animé. Outre le fait que ça soit un crachat au visage de cet arc mythique, c'est tout de même explicable. Déjà, comme je l'ai dit, enlever la partie avec le conte ou même le serpent fait sens, étant donné que techniquement, les spectateurs ont vu les films et donc connaissent l'âge d'or. Mais vu que l'animé fait l'impasse sur la vallée des brumes, au lieu de mettre l'arc en entier puis enchaîner normalement avec une ellipse pour débuter l'arc suivant, eh bien c'est remanié pour coller à ce que cet animé veut nous montrer, à savoir l'arc Conviction. C'est donc pour ça qu'Isidro apparaît, que la scène de la prison est écartée et que les hommes de Farnèse apparaissent ici, à ce moment. Également, on ne voit pas Guts péter vraiment un plomb, vu qu'il est censé déjà avoir commencé son évolution au moment de l'arc Conviction. Tout doit aller vite pour coller au choix du studio, et ce n'est même plus réellement l'arc Black Swordsman qu'on nous montre là. Juste une introduction pour recoller les morceaux du mieux qu'on peut sur base de cet arc pour garder la symbolique. Mais du coup, bien sûr, absolument tout perd son sens. Et c'est une énorme incohérence, même pour l'animé. J'ai dit incohérence ? Car oui, j'ai fait du cas par cas pour les 3 animés, mais il y a peut-être quelque chose qui expliquerait pourquoi les scénaristes des adaptations chercheraient à enlever cet arc, ou du moins le priver d'une bonne partie de son contenu. Et oui, ce que je n'ai pas dit, c'est que cet arc est parfois un peu incohérent. Déjà, ces premières pages style légendaire de Berserk, où on voit Guts baiser une apôtre pour pouvoir mieux la tuer. Vous pensez sincèrement que Guts, après l'âge d'or, irait baiser un monstre pour le tuer, alors que Casca existe ? De plus, cette femme avec la marque là, on est d'accord que ça n'a aucun sens. Les scénaristes des animés voulaient peut-être corriger ça pour faire un animé le plus cohérent possible. Les studios responsables de ces animés ont voulu en laisser une partie, car cette intro, même si elle n'est pas prise dans son intégralité, reste légendaire. Voir Guts arriver dans la taverne avec sa grosse épée et son bras mécanique, avec une marque et un œil en moins, ça fait toujours son petit effet. Black Swordsman, qui est un arc à part entière dans le manga, a été remanié dans les 2 animés pour coller à ce qu'ils veulent raconter, et le transformer en une petite introduction classe. C'est dommage certes, mais cela montre encore une fois que Berserk est une œuvre franchement compliquée à adapter. Prenons toutes ces adaptations animées, aussi bancales soient-elles pour certaines, comme des plus, de simples divertissements, complémentaires au manga. Alors, continuons de lire Berserk, et disons-nous que cet arc introductif légendaire, mais pourtant irrespecté et oublié, existe bel et bien dans le manga. Et ça, c'est le principal. Voilà, dites-moi si vous trouvez que les choix qui ont été faits dans les animés sont cohérents, ou si vous trouvez que c'est extrêmement dommage et qu'ils auraient dû tout adapter. Dites-moi si vous avez des hypothèses quant au pourquoi du comment l'arc n'est jamais adapté en entier. Et sur ce, j'en ai fini avec cette vidéo. Et bien voilà, cette première chronique random qui parlait cette fois-ci de Berserk est désormais terminée. J'espère que ça vous aura plu, je l'ai faite assez rapidement, pour être honnête, je l'ai écrite vite, j'ai vite fait le montage, etc. Pas vite fait, mais genre vraiment, j'ai pas fait à la va-vite, je veux dire, mais juste, j'étais tellement passionné parce que j'étais en train de faire, ça m'a fait tellement plaisir de parler de Berserk, que ça a été vite et je suis content de cette vidéo, je l'aime plutôt bien. J'espère ne pas avoir dit de conneries parce que je suis moins calé sur Berserk que Jojo, même si c'est mon second manga préféré, je m'y connais plus sur Jojo, donc j'espère ne pas avoir dit de conneries. Si c'est le cas, bah dites-le moi en commentaire gentiment. Dites-moi également ce que vous pensez du pourquoi du comment cet arc là a été tout simplement oublié ou enlevé des animés. J'aimerais bien voir vos avis à ce propos là. Donc bien sûr, si vous venez de découvrir cette chaîne là, il n'y a pas que des vidéos sur Berserk. Je sais même pas si d'ailleurs il y aura d'autres vidéos sur Berserk. J'aimerais beaucoup en refaire, mais on verra si j'arrive à trouver un sujet cool et pas trop long, parce que c'est sûr que si je fais l'évolution de Guts ou Griffiths, on va y être pendant bien 1 heure et j'ai pas trop envie. Mais voilà, les chroniques random ça arrivera de temps en temps avec d'autres mangas, je traiterai différents sujets. Dites-moi ce que vous pensez de ce concept, du format, de la vidéo, pour que je sache si je continue là-dessus ou si je me refocalise sur les chroniques jojoesques. Pour ce qui est des chroniques, les antagonistes partie 2, je le rappelle, arrivent en juin et la revue de Jojo Lion arrive très bientôt. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, un bon appétit et salut tout le monde. Ouais, et n'oubliez pas, Berserk c'est la vie.